On peut débuter. Denis Chenevert. Merci, Ariane. Bonjour à tous. Je suis Denis Chenevert, professeur titulaire à HEC Montréal et directeur du pôle santé. Bienvenue dans ce séminaire virtuel conjoint avec le CEPSEM et le pôle santé HEC Montréal. Donc, nous sommes choyés aujourd'hui, en cette heure matinale, d'accueillir M. Giuseppe Guerini. M. Guerini est président de CECOP et CICOPA Europe, qui fait partie d'une alliance coopérative internationale et qui est basée à Bergame, en Italie du Nord. La conférence prendra la forme d'une entrevue d'environ 1 heure et nous garderons une demi-heure pour la période de questions. Au moment voulu, vous pourriez lever la main virtuellement pour être en mesure d'avoir la parole pour poser vos questions aux conférenciers ou encore écrire via la boîte de clavardage. Nous sommes toujours heureux d'organiser des événements en collaboration avec le CEPSEM et c'est déjà notre, je pense, 4e ou 5e expérience. Donc, on est très heureux de pouvoir joindre nos réseaux de manière à élargir notre influence et l'impact qu'on peut avoir sur les différents décideurs du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, je cède la parole à Luc Lepage du CEPSEM pour poursuivre l'ouverture de cet événement. Bonne conférence et bonne entrevue. Merci. Merci, Denis. Merci, c'est super apprécié votre collaboration, effectivement. Merci de nous offrir votre plateforme, votre soutien pour organiser un événement de cette envergure-là. Alors, le CEPSEM a déjà 7 ans. Nous sommes fiers de reprendre les activités. On avait l'habitude de faire des petits déjeuners, rassembler des gens. Mais là, évidemment, on s'adapte tous en ce contexte particulier. Et là, on a la chance de faire un pas de l'autre côté, en Europe, avec un conférencier italien. Donc, ça va être notre 2e expérience, parce qu'on a déjà eu une personne qui nous a présenté le système de santé italien il y a 5 ans déjà. Là, on va aller un peu plus loin, parce que dans le fond, on va toucher les aspects, oui, de la pandémie, mais aussi de comment l'organisation se fait au niveau du service de santé en Italie. Donc, j'aimerais souligner évidemment la présence des membres du conseil d'administration, notre ex-président Michel Clair, notre actuel président M. David Bertrand et les autres membres. Le CEPSEM est très actif, même en temps de pandémie. On a fait plusieurs interventions dont je vous résume rapidement. On est intervenu auprès du protecteur du citoyen dans le cadre de l'enquête sur la crise en CHSLD concernant le COVID-19. On fait des représentations auprès de la commissaire santé-bien-être également là-dessus. On a intervenu auprès du gouvernement concernant le projet de loi 66 sur l'accélération des projets en infrastructure. On est intervenu pour une première fois du côté d'Ottawa concernant les tests de dépistage au privé et auprès de la vérificatrice générale des entreprises québécoises. J'aimerais ça aussi accueillir 2 nouveaux membres. ACARE, organisation française qui s'est implantée au Québec, et Caisse du réseau de la santé, qui sont nos nouveaux membres. Je rappelle également que le CEPSEM a un commanditaire principal qui est la Banque nationale. Madame Véronique Missou, tantôt, va intervenir pour nous dire un petit mot. Donc, l'Italie est frappée, comme nous, avec le coronavirus. Ça touche près d'1 million de personnes qui sont touchées en Italie actuellement, avec des gens qui sont heureusement guéris, mais malheureusement avec plus de 43 000 décès. Donc, sur une population de 60 millions, c'est quand même un défi dont M. Guerini va nous parler. Le système, on va vous l'expliquer tantôt, il est très, très, très décentralisé. Et pourquoi on a choisi Michel Saint-Cyr pour interviewer cette conférence? Michel est l'ancien PDG de La Traversée. Qu'est-ce que c'est La Traversée? C'est un organisme communautaire qui a une vocation d'entrepreneur, qui possède des immeubles, qui gère des équipes. Alors, ils donnent des services en hébergement, en réadaptation, en soutien, en soins d'assistance. Ils offrent des repas. Ils sont sur le territoire. Ils ont 2 grandes installations, que ce soit sur Crémazie ou sur Folum. Plus de 150 unités locatives. Alors, c'est un OSBL avec des caractéristiques d'entreprise qui donnent des services
en partenariat avec le réseau de la santé. Tant qu'à M. Guérini, Michel va vous le présenter de façon plus approfondie. Mais ce que j'en comprends, c'est que c'est un système qui est décentralisé. Alors, M. Guérini vient de Bergame, en Lombardie. Alors, il a monté les échelles, dans le fond, au niveau régional, au niveau national en Italie, et se retrouve maintenant à l'Union européenne et travaille quelques jours, semaines à Bruxelles, là où est le siège social de l'Union européenne. Donc, c'est un parcours impressionnant. On a la chance de l'avoir avec nous. Je tiens à le remercier chaleureusement. Et sans plus tarder, je demanderai peut-être à Michel et à M. Guérini de commencer l'entrevue. On vous écoute, messieurs, avec un grand plaisir. Merci, Luc. Merci à Denis Chenevert aussi du Pôle Santé HEC. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Giuseppe. On se connaît un peu. L'an passé, je faisais partie d'une délégation du Québec qui est allée étudier un peu le système des entreprises collectives et le rôle du tiers secteur dans le système de santé et services sociaux. On a eu la chance d'échanger à plusieurs reprises depuis ce temps-là, notamment dans le contexte de la pandémie, parce que, bon, on n'a pas pu retourner cette année. On devait retourner en mission cette année. C'est partie remise. On a bien hâte de retourner voir la belle ville de Bergame dans laquelle qu'on a visité avec Giuseppe l'an passé. Depuis longtemps, Giuseppe joue un rôle important dans l'économie sociale et tiers secteur en Italie et en Europe. Je vais essayer de faire des interventions quand même assez brèves pour laisser Giuseppe mettre en valeur tout le matériel qu'il a donné. Fait on a déjà déterminé un certain nombre de pistes de discussion. Moi, je vais faire le lien entre les différents sujets avec Giuseppe. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours personnel, puis aussi le rôle du CECOP en général et plus spécifiquement dans le secteur de la santé dans le contexte actuel? Ah oui, merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Un grand bonjour à tous les gens qui sont connectés. Je vous demande d'être compréhensif parce que je ne parle pas très bien français. Je cherche de m'expliquer. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, je suis sûr que Michel, il nous aidera, qu'il connaît bien l'Italie et aussi il parle un peu d'italien. Donc, il peut comprendre mon italo-français. Bien, ma vie professionnelle s'est développée totalement dans le système coopératif italien, en particulier dans les coopératives sociales, car en Italie, sont très importantes. Au début de mon activité, j'ai travaillé avec des personnes handicapées et des patients psychiatriques en tant qu'éducateur professionnel. Et puis, au début des années 2000, j'ai été principalement impliqué dans les activités de planification, de la gestion des services de protection sociale et de santé sociale surtout, dans la province de Bergame, où le service des soins sociaux sont gérés par les administrations des communes. Donc, c'est comme il a dit Luc Lepage, c'est un système très, très décentralisé sur le réseau des activités sociales et aussi sur les réseaux des services de santé qui sont gérés au niveau des régions. Donc, on a 20 régions en Italie, 20 systèmes de santé qui sont un peu différents. Dans un cadre général qui c'est sur la responsabilité de l'État. Après d'avoir fait ça, j'ai travaillé au niveau européen à partir de presque 10 ans. J'ai commencé à faire une activité de représentation du mouvement coopératif dans CECOP, comme il est dit, qui sera une organisation des coopératives, et aussi dans l'Union européenne, dans un comité qui s'appelle Comité économique et social européen. C'est une institution prévue dans l'architecture de l'Union européenne et on travaille surtout sur la législation européenne. Et là-dedans, j'ai suivi surtout l'activité liée à l'économie sociale. Pour CECOP, c'est une organisation que je précède depuis 2016
et c'est l'association qui représente presque 50 000 coopératives dans les pays de l'Union européenne, aussi dans l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais c'est toujours en Europe, heureusement. Et donc, SECO est né presque 40 ans, il y a 40 ans, donc dans le 1979. Et elle est une organisation qui est née dans les coopératives de travail associé sur le secteur des services et industriels. Puis, quand on est arrivé avec les coopératives sociales italiennes, a commencé à s'occuper des coopératives sociales. Donc, on a commencé à traiter beaucoup de questions sociales et sociosanitaires à niveau européen. Notre attention se caractérise donc principalement par l'approche sociosanitaire ou d'assistance plutôt que sur l'approche médicale. On n'a pas des coopératives qui gèrent des hôpitaux, mais on a plutôt des services intégrés au niveau territorial. Donc, nous sommes impliqués dans des activités résidentielles en particulier, ce qui concerne les visages les plus fragiles et marginaux de la population, les personnes âgées, les personnes handicapées, les malades mentaux, les personnes ayant des problèmes de toxicomanie. Et bien que nous avons, comme j'ai dit, une expérience qui n'est pas médicale, mais c'est plus social. Et on a travaillé sur le secteur de l'insertion au travail et sur les réseaux de services socio-sanitaires à niveau territorial. C'est mon expertise et c'est le rôle de ces groupes que je propose et sur lequel je travaille. Donc. Michel, tu n'as pas le micro. Et puis, comment est-ce que ça se transmet dans le contexte européen actuel? Tu peux répéter, je n'ai pas bien compris. Dans les derniers mois, comment est-ce que la pandémie est venue influencer le contexte actuel? Là? Ah oui, c'est terrible. Ce que nous avons vécu ces derniers mois, c'est vraiment ce que j'appelle une test de résistance pour l'ensemble du système entrepreneurial coopératif, comme d'ailleurs pour tout le monde, par toutes les entreprises, par chaque personne dans le monde. C'était une test vraiment très, très, très dure. Et ce qu'on a vu, c'est la capacité des coopératives de mettre en place leurs caractéristiques la plus importante, je pense, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité de s'adapter au changement. Et on a dû faire face à une fermeture de la plupart des commerces, des services, des activités qui ne sont pas considérées comme essentielles et on a obligé les personnes à rester chez elles. Donc, du jour au lendemain, pour l'Italie, c'était un choc parce que dans le tour d'une semaine, on a fermé toutes les activités et en même temps, on a toutes les activités qui sont fermées, mais on a dû faire face à des services qui sont essentiels. Donc, c'était très, très important. Et c'est une preuve très forte pour les coopératives. Pendant la pandémie, on a plusieurs fois écouté des personnes qui ont dit « Oui, le virus est dit égalitaire. Il va frapper tout le monde sans discrimination. » Oui, c'est vrai pour une partie, mais même on a vu que les inégalités sociales et économiques ont eu un rôle très important dans nos sociétés parce que les personnes les plus fragiles ont été concernées très fort par le virus et surtout la capacité de réagir, c'est très différent. Et les personnes déjà vulnérables et marginalisées ont souffert plus fort que les autres dans la période de la pandémie. Et dans les coopératives, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a
beaucoup de personnes qui travaillent dans les coopératives qui sont des femmes. Et donc, on eu sur elles, ils sont le 70% de la main-d'œuvre dans le système de santé ou le système de services territorial en Italie. Et ils sont obligés à travailler, mais même les petits enfants qui sont restés à la maison, les personnes âgées qui n'ont plus de services. Donc, c'était une période de travaux supplémentaires pour beaucoup de personnes. Mais tout à fait, on a démontré qu'on a un besoin très fort du modèle économique et communautaire qui est vital dans ce moment-là. Un modèle qui sert ses citoyennes et ses communautés et trouve ça fort dans le soutien des mêmes personnes et des communautés. On a vu vraiment des activités d'aide entre les personnes qui sont gérées et poussées par les coopératives dans différents pays d'Europe. Par exemple, en Italie, on a plusieurs cas où les travailleurs d'une coopérative qui gère une communauté d'accueil plutôt qu'une maison de retraite pour les personnes âgées, qui sont fermés, ils sont restés confinés dans la maison de retraite ou dans la communauté pour protéger les personnes qui sont là-dedans. Donc, c'est un sacrifice très important, mais en Portugal, on a eu des coopératives, par exemple, qui gèrent une radio régionale, Radio Nazar, et c'est une coopérative qui s'appelle Cersina, qui a géré avec la radio un service important pour des informations et pour connecter les personnes. Ou encore en Pologne, une coopérative qui s'appelle Rowonosk, qui a fourni des services de livraison à domicile, ou des coopératives en Bulgarie, en Pologne, en Italie, en France, en Espagne, ont décidé de convertir la production et de fabriquer des masques à livrer au service de santé au niveau local. Donc, dans toute Europe, on a vu des activités qui sont mises en place par une capacité de réaction des coopératives. Et dans la ville de Bergame, qui a été l'épicentre de l'épidémie en Italie, l'expérience la plus intense qui m'a vu directement impliqué, c'est l'organisation et la gestion opérationnelle d'un hôtel qu'on a converti en Covid hôtel. De cela, je vais parler après. Ce sont 7 coopératives sociales qui ont fait ces efforts de gestion. C'était une idée innovante par certains faits. C'est très simple, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc, c'était une expérience très intéressante pour moi. Micro, Michel. Michel, le micro. Bon, je vais m'habituer. J'essaie de ne pas faire de friture sur les ondes. Là. Vous venez de Bergame, puis comme vous venez de le mentionner, c'est une ville que la pandémie a frappé de plein fouet, qui s'est retrouvée dans l'épicentre de la pandémie, ça dès le début. Votre population a été durement touchée aussi. Hein. Pendant longtemps, on entendait des statistiques, puis on voyait comment est-ce que Bergame a été durement touché. Vous avez évoqué, entre autres, le COVID hôtel comme un exemple, puis peut-être que vous avez mentionné que vous vouliez développer là-dessus. On aimerait vous entendre sur comment la crise a été gérée dans votre région en particulier, puis dans un contexte où le système de santé a été très, très sollicité en première ligne. Puis faire un peu, comme vous l'avez dit, la correspondance, parce que le système en première ligne, qui est beaucoup plus l'approche médicale, a été très sollicité, puis c'est une réponse socio-sanitaire qui est venue un peu en support à tout ça. Oui, ça, c'est, je veux dire que l'explosion de la pandémie pour la Lombardie a été un choc violent qui a provoqué l'effondrement de l'illusion que notre système socio-sanitaire, qui au cours des dernières 20 années s'est fortement centré sur les hôpitaux centralisés, avec une technologie très avancée. Et nous avons la convention qu'il y aura
nous protéger de n'importe quel événement. Donc, comme vous savez, la Lombardie, c'est la région la plus grande d'Italie, 110 millions d'habitants, c'est la région la plus riche, on a beaucoup d'industries et on a toujours porté la médaille de dire oui, en Lombardie, on a le système sanitaire le plus important, le plus beau, le plus haut niveau qu'on a en Italie et même en Europe. Cela, c'est en partie vrai, mais en réalité, la pandémie a mis en évidence que le géant de santé de la Lombardie va être les pieds d'argile. Donc, ce qui est tout à fait, comment on peut dire, disparu, c'est la prévention, la médecine de base, le réseau de soins locaux de plus de 20 ans. On était le cendrillon du système. Avec un système de rémunération des prestations socio-sanitaires qui ont fortement poussé pour les opérateurs du système public et privé, parce qu'en Lombardie, on a un système qui a mis au même niveau le service public et le service privé, avec un système d'accréditation. Donc, c'est le citoyen qui va choisir s'il veut aller à l'hôpital privé ou à l'hôpital public. Et donc, cela a poussé beaucoup d'investissements dans le service de santé de type hospitalière, avec un haut niveau de thérapie, haut niveau de technologie. Donc, on a un système vraiment, vraiment très haut, mais cela, comme contrepartie, a eu une faiblesse de système de gestion de système pour gérer l'assistance et les soins au niveau territorial. Et donc, cela a changé même la culture de l'assistance et des soins. Sont transformés en culture de la performance et des interventions dites production. Ça, c'est très drôle. Quand on parle avec la région Lombardie dans le système d'accréditation, on ne parle pas de soins de santé, on parle des productions. Donc, cela a conditionné beaucoup une approche qui est très concentrée sur les budgets et donc le système de soins à domicile, les soins aux patients largement gérés par les coopératives sociales de santé n'étaient pas suffisamment financiers parce que le décideur politique pensait davantage au budget plutôt que penser aux besoins de santé et surtout à la manière dont les besoins sont évolués dans les dernières années. Parce que la pathologie chronique, pour qu'on est dans une région qui est très vieillissante, nous demande plus de soins à domicile et moins d'hôpital. Et le système en Lombardie, au contraire, a proposé plus d'hôpital et moins de médecine sur le territoire. La conséquence a été que les salles d'urgence, quand s'est explosé la pandémie, les salles d'urgence des hôpitaux est devenu le canal de drainage qui a explosé. La pandémie est devenue incontrôlable et nous sommes arrivés au circuit transporté par les camions de l'armée, comme vous avez vu sur la télévision de tout le monde. Donc, la réponse à la vague de l'épidémie, c'était en tout cas héroïque, je peux dire, parce qu'on a eu une énorme mobilisation de toutes les institutions au niveau local, de la société civile, les maires, les responsables des municipaux, les hôpitaux publics et privés, les entreprises et surtout le tiers secteur, coopératif et citoyen qui sont mobilisés. On a proposé une réponse grandiose, je vais dire, qui a vu la mise en place d'opérations emblématiques. Je peux dire qu'à Bergame, en 15 jours, une association des bénévoles, des alpines, sont des anciens membres de l'armée, et les artisans
les supporters du club de football ont travaillé pour construire un hôpital dans la foire de Bergame. Et aussi, l'autre opération emblématique, ça a été cela qu'on a fait en tant que coopérative avec la proposition des hôtels COVID qu'on a géré avec les coopératives et surtout a été financé avec des argent qui arrivait des collectes des bénévoles. Donc, c'est très intéressant ça, parce que on a mis en place une impressionnante capacité de collecte de fonds qui ont permis de réaliser la plupart des interventions d'urgence qui ont mis en place. C'est arrivé par des financements qui sont gérés par les citoyens, sont collectés par des associations. Donc, l'initiative des COVID Hôtels a été gérée ici. Et on l'a développé avec la coordination d'un réseau qui est partagé par des entreprises Profit, des organisations de bénévoles, l'Église catholique de Bergame, des anciens fonds d'action qui ont collecté l'argent. Et nous, en tant que coopérative, on nous a impliqués dans la gestion directe des activités d'accueil dans cet hôtel. Ici, les hôtels sont fermés par le lockdown, donc c'était facile, je peux dire, parce que les hôtels sont fermés et on a eu un soutien des propriétaires, des patrons des hôtels qui ont mis à disposition les hôtels et on a pu accueillir les personnes qui ont été libérées des hôpitaux, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont guéris, mais ne sont pas encore négatifs au test du virus. Et donc, il faut faire de la quarantaine. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas une condition adéquate des habitations, mais parce que, par exemple, ils ont des parents ou ils ont des personnes qui sont dans l'habitation qui sont très fragiles. Et donc, ce n'est pas possible de rentrer chez eux. Et donc, les hôpitaux sont pleins, il n'y a plus de lits. Et on a fait cela. Et c'était un projet très intéressant. Je peux dire que depuis le 18 mars 2020, quand on a ouvert le premier hôtel qu'on a mis à disposition de l'autorité de santé, qui ont commencé à transférer ces patients, je dis le 18 mars au 25 de mai, on a accueilli 312 personnes dans les 2 hôtels qui ont géré par notre coopérative. En plus, les services de santé de la région, quand on a vu le succès de cette opération, ont ouvert 2 autres hôtels et dans la région de Bergame, 520 personnes ont été prises en charge dans les hôtels. En plus, dans les hôtels qu'on a gérés en tant que coopérative, on a fait, oui, des services de santé avec les médecins, les infirmières, des assistances, mais aussi on a mis en place une assistance psychologique, aussi qu'une thérapie physique qui a été gérée ici, par exemple, par l'école des thérapies physiques qui ont envoyé des étudiants pour faire le training. Et c'était important, d'autre façon, le service de soutien psychologique. C'est très, très utilisé et on l'a géré tout avec des tablettes à distance. Et ça, c'est très important pour les personnes qui sont sorties de la thérapie intensive, sont arrivées, certains d'eux, après 2 semaines dans l'hôpital où ont vécu une situation vraiment désespérée. On a écouté des histoires vraiment très frappantes. Et donc, on a mis en place le soutien psychologique. Et le soutien, on l'a géré encore après
que les personnes sont tournées chez eux, on a garanti pour une période de 3 semaines un accueil et une relation avec les psychologues qui ont fait des entrevues et des dialogues avec les tablettes ou le smartphone ou le computer, selon l'ordinateur, comme on dit. C'est très important cela pour nous. Donc, on peut retenir dans ce que vous venez de nous dire, d'abord, l'importance qui avait été mise sur ce qu'on pourrait appeler l'hospitalocentrisme, le constat sur le fait que le système de santé était plus fragile que vous le pensiez, que les services à domicile étaient sous-financés, qu'il a fallu créer des services improvisés d'une certaine façon pour désengorger les hôpitaux. Là. Je donnais l'exemple des COVID hôtels qui ont été faits en participation avec des dons privés, les Caritas là, de l'Église, que je comprends. Et puis, on sait que le système qui est très décentralisé en Italie, puis que c'est des régions qui ont la responsabilité de ça. Alors, dans ce contexte de collaboration-là entre les acteurs publics et les organismes privés du tiers secteur, c'est quoi la valeur ajoutée du tiers secteur là-dedans? Tu sais, vous avez déjà mis la piste sur l'aspect je dirais, de la solidarité et de la capacité de s'adapter. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur la valeur ajoutée du tiers secteur. Moi, je pense que c'est l'organisation, la capacité d'être là, de travailler, de mettre en place des bénévoles, c'est ça, c'est très important. Mais je pense que le principal valeur apportée du tiers secteur, c'était d'assurer une tenue des cohésions sociales et une capacité d'organiser activement la solidarité et l'entraide entre les personnes des communautés locales. Je peux dire, dans la ville de Bergame, dans les semaines les plus dures du lockdown, de la difficulté à faire, on a eu 500 bénévoles qui sont mis à disposition, qui ont dit, je veux faire quelque chose pour ça. Et il s'agit des personnes qui n'ont jamais fait partie d'une association, ne sont pas des personnes qui ont fait des activités de bénévolat avant de ça. Mais ils se sont mis en place parce qu'ils ont vu la capacité des organisations du tiers secteur d'être là, d'être à côté de chaque communauté, des voisines, des petits pays comme dans la ville de Bergame. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas les nombreuses associations bénévoles et des promotions sociales, les coopératives sociales à Bergame, non seulement nous aurions eu plus de morts, mais nous aurions eu une crise grave de désespoir social. Ce qui on a aidé beaucoup à soutenir, c'est prévenir une crise de désespoir social, qui c'est la plus rare parce que les personnes sont confinées, sont restées dans les maisons, il n'y a personne avec lesquelles pouvoir parler. Nous avons vu des histoires très, très émouvantes, des jeunes bénévoles qui vont faire la livraison chez des personnes âgées qui sont tout seuls. Et donc, ce n'est pas seulement des porteurs de délivrer à la maison les courses plutôt que quelque chose pour manger, mais c'est la relation avec quelqu'un qui peut maintenir un lien et les personnes ne sont pas senties tout seules. Cela, c'est très important, je crois, pour le rôle qui a joué le tiers secteur à Bergame, mais je pense même en Italie. Michael? Avant de passer à la dernière section, peut-être juste nous parler rapidement de c'est quoi les principaux apprentissages de cette première vague-là, puis comment ça vous a permis d'ajuster votre réponse pour la seconde vague, ce qu'on appelle la seconde vague actuellement? Ah oui,
je pense que nous avons géré très bien l'urgence. Mais l'Italie toujours se démontre très capable de gérer l'urgence, mais nous ne sommes pas montrés aussi bons en tant que système national et institution régionale pour organiser une réforme du système de santé. On a perdu beaucoup de temps pendant tout l'été parce qu'on a eu l'illusion que, oui, ça a concerné la Lombardie. On a fermé le virus en Lombardie. On peut être plus légère. Donc, c'est passé tout l'été en Italie, quand les gens qui allaient à la plage sont allés dans les restaurants, les discothèques. Et aujourd'hui, on doit faire face à une deuxième vague qui est très forte. Je pense que donc je pense que à Bergame, le réseau des services et la collaboration qu'on a mise en place est restée. Et donc, aujourd'hui, on se passe mieux que dans les autres régions de l'Italie parce que les services des bénévoles ont tenu, les coopératives se sont préparées, mais ce qu'on n'a pas fait, et j'ai proposé plusieurs fois à les autorités de la région, par exemple, de prendre l'expérience qu'on a fait dans les Covid hôtels pour préparer un service qui est plus structuré pour gérer ça. Parce qu'on a dit, ici, on va faire face à la deuxième vague. Et on n'a pas préparé, il faut encore faire une réponse d'urgence qui n'est pas du tout préparée. Donc, on a encore beaucoup de rues à faire pour ça. Et ce que je peux dire est que, encore une fois, c'est la capacité organisationnelle de la société civile, du tiers secteur, qui va répondre là où la politique a eu peur de mettre en place des réponses plus fortes, même plus des mesures plus sévères sur des formes légères de blocage, pour des lockdowns pour l'été. Je pense que pour arrêter le virus, l'interprétation correcte du comportement responsable et la fourniture de services d'assistance et de soins capables de fournir une idée de bien vivre pour les gens et pour faire rester les personnes, surtout les personnes les plus âgées, chez eux, à la maison, en évitant la propagation de l'infection. Je suis sûr qu'on sauve plus de vies avec une bonne soin domiciliaire qu'avec l'intervention médicale après que les gens ont contracté le virus. Mais pour garder les gens chez eux, en particulier les plus seuls, les plus fragiles, nous avons besoin d'un réseau d'assistance communautaire. Et c'est que les associations du tertiaire secteur ont garanti, et nous sommes convaincus qu'on va le garantir encore dans les prochains mois. Et ce que je trouve qui m'énerve un peu, c'est que cela se gère au niveau territorial. Ce sont les municipalités, les communes et les coopératives ou les associations qui ont la responsabilité de répondre à ça. Et on a la plupart de l'argent public qui se concentre dans les services de santé qui sont gérés au niveau des régions. Où j'ai l'impression qu'il n'est pas encore clair qu'il faut changer le système qu'on a mis en place, surtout en Lombardie. Il faut retourner à faire de la médecine de base à haut niveau et pas seulement dans les hôpitaux. Micro, Michel. Je ne sais pas pourquoi il se ferme automatiquement, mais je viens de l'ouvrir.
Il nous reste une vingtaine de minutes pour aborder la suite de la conférence. On a parlé beaucoup de la contribution du tiers secteur dans notre échange. J'aimerais avoir un regard plus précis sur le type de collaboration dans les différents secteurs d'activité dans lesquels on passe peut-être plus dans un volet un peu plus technique, là, mais ça serait intéressant qu'on puisse avoir une bonne idée de comment est-ce que ces secteurs d'activité-là interviennent dans les entreprises collectives. Ah oui, on a nombreux domaines dans lesquels les coopératives sociales et tiers secteurs sont actives dans les services à la population italienne. Si on se concentre sur les services à force contenu de santé, disons que les expériences les plus intéressantes sont nées dans la deuxième partie des années 70 dans les services de santé psychiatrique, où sont nées la première expérience des coopératives avec la déinstitutionnalisation des structures d'asile qui sont des lieux de ségrégation en Italie à quelle époque. Et donc, c'est parti un service communautaire de thérapie et de réhabilitation de grande valeur. Et aussi, comme je suis convaincu que les coopératives sociales ont eu un rôle très important sur le développement de tous les services de santé et de services à domicile pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées. Donc, ce sont les réseaux où les coopératives ont eu un rôle très important. Et à côté des coopératives, on a surtout des fonds d'action qui sont partis du tiers secteur sur les services pour les résidentiels pour les personnes âgées sont surtout des fonds d'action. Ce sont des fonds d'action qui ont une histoire très ancienne, plusieurs parties de ces fonds d'action sont nées dans l'Église catholique, mais on a des autres qui sont nés par une activité des communautés à niveau local, qui ont fait partie de ces services. Et je pense déjà dans les siècles arrière, ils sont maintenus aujourd'hui. Et on peut dire qu'on a deux systèmes. Le système de services de santé qui sont gérés au niveau régional et les services sociaux d'assistants qui sont gérés à niveau des communes, des municipalités. Donc, ils ont même deux systèmes différents de financement et aussi des réglementations des contrats avec les organisations du tiers secteur et les autorités publiques. Aussi, le soutien financier des services de santé sont gérés par le fonds régional. C'est un fonds régional qui arrive d'un fonds national, c'est le Fonds national de santé qui est réparti par les régions et chaque région gère comme elle croit les fonds de santé dans un cadre de services essentiels qui est proposé de la loi à niveau de l'État. En Lombardie, on a choisi un système qui a mis sur le même plan, comme j'ai dit avant, les réseaux publics et les réseaux privés. Ils sont payés avec un système qu'on appelle des vouchers ou des titres de service. Par exemple, pour l'assistance à domicile, si je veux activer un service d'assistance à domicile, je vais chez le médecin des niveaux de base qui va faire il propose une intervention du système domicile. Et moi, je peux choisir si je veux une coopérative ou une autre ou une société privée, mais la plupart des services à domicile, par exemple, sont gérés par des coopératives. Si on va dans les services résidentiels pour les personnes âgées, c'est peu ou près la même chose, mais on n'a pas une voucher, mais on a une cotisation qui est faite
sur la base de 3 niveaux de besoins des soins qui sont diagnostiqués sur la personne âgée qui est proposée pour l'accueil dans la structure, aussi dans les services pour les psychiatriques, le service d'accueil pour la psychiatrie, le service pour les toxicos, sont gérés par la région. La part qui est couverte par les fonds régionaux, ce n'est pas suffisant dans certains cas, surtout par les services résidentiels. Il y en a une partie des coûts qui sont gérés directement par les familles ou par les personnes qui sont concernées par l'accueil, ou là où les personnes n'ont pas la possibilité économique de soutenir les familles. C'est le niveau municipal qui va intervenir pour soutenir ça. Un système différent, c'est celui des services qui sont considérés services d'assistance sociale qui sont gérés par les communes. En ce cas, c'est les communes qui ont l'argent pour payer ça, et encore, on partage entre la municipalité et une partie de la cotisation qui est gérée directement par les familles ou par les bénéficiaires du service. Ce qu'on a vu dans les dernières années, on va agrandir une partie des services qui sont gérés avec l'argent de poche, comme on peut dire, directement par les familles. Ça parce que le service public, il n'a plus la capacité de répondre à tous les besoins qui sont mis en place et tous les besoins qu'ont les personnes. Donc, c'est très une évolution, le système de santé et des services, et on a beaucoup de services qui doivent être payés directement des personnes qui sont concernées par le service. Micro. C'est pas parti, Michel. Je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Je pense qu'on me le bloque à distance. Tout le système de santé, tout ce qui est la portion santé, les budgets viennent de la région. Tout ce qui est budget plus de services sociaux, c'est au niveau de la commune, comme vous dites, au niveau des municipalités. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais ça qu'on aborde tout l'aspect, je dirais, de tout le processus des appels d'offres, la co-construction, Oui. pour qu'on puisse avoir une bonne idée générale de comment ce système-là fonctionne, parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes, là, si je compte bien mon temps. Alors, si on veut profiter l'ensemble d'avoir un plus grand nombre d'informations, j'aimerais ça qu'on aborde cette question-là. Oui, je vais tout droit sur la dernière partie, sur ce qui est la coprojection, les stratégies de collaboration. Je peux dire que vous pouvez trouver quelque chose sur ce thème-là, même en français ou en anglais, sur le site internet de l'Union européenne, parce qu'on a une partie de la législation qu'on utilise dans les pays de l'Union européenne arrive du niveau européen. Donc, ce que je n'ai pas possibilité de dire ici, je vous envoyer vers ce site internet de l'Union européenne où vous pouvez trouver des bonnes propositions sur cela. Donc, ce qui a évolué dans les dernières années, c'est une forme qu'on a appelée des coprojectations, co-construction ou des coplanifications. C'est une stratégie de collaboration et de partenariat qui garantissent le meilleur résultat, selon moi, pour atteindre les objectifs de bien-être des citoyens et de protection de l'intérêt général des communautés locales. Parce que les appels d'offres traditionnels qu'on a utilisés beaucoup de fois dans les années arrière sont gérés sur un principe qui c'est le principe de concurrence. C'est un principe du marché. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose de choisir un service parmi une comparation de concurrence avec des règles
des marchés ou par un service de co-construction. Donc, c'est là on a commencé à expérimenter ces systèmes qui, dans les dernières années, on a géré même avec une nouvelle loi en Italie, que c'est une réforme du tiers secteur qui a proposé d'institutionnaliser, de formaliser cette forme de construction. Cela se passe et maintient une transparence totale. Ce n'est pas une relation privée ou qu'on peut gérer un peu caché entre les organisations du tiers secteur et l'administration publique. Pas du tout. C'est un système transparent qui a la même origine d'un appel d'offres, mais en tant qu'entité publique, je ne vais pas faire un choix avec un système de compétition, mais un système de coopération entre les différents membres du tiers secteur qui partagent un projet dans un territoire. La programmation vise à identifier les besoins à satisfaire, les interventions nécessaires à cet effet et les méthodes de réalisation de celles-ci et les ressources disponibles. Par exemple, on ouvre un appel d'offres et on appelle tous les sujets du tiers secteur à partager une table de programmation où on va avoir à identifier les besoins. Après, on va faire un processus qu'on appelle de co-construction qui vise à définir et réaliser les projets de services et d'intervention spécifiques qui vont satisfaire les besoins qui sont définis sur la base de la coprogrammation. Ces modalités, ce n'est pas tout à fait simple, donc les résultats, c'est un résultat d'un processus qui c'est très compliqué, qui comporte un effort très important pour l'administration publique et même pour les organisations du tiers secteur. Pour protéger la transparence, afin d'assurer l'uniformité du traitement pour la coprogrammation et la co-construction, les administrations publiques doivent lancer des appels d'offres, comme j'ai dit. Donc, ils font des appels pour admettre les sujets du tiers secteur à contribuer au public. Cela, c'est possible parce qu'avec la dernière loi sur le tiers secteur en Italie, la loi dit ça. Les organisations du tiers secteur sont des organisations qui ont l'objectif de poursuivre le bien-être commun. C'est un intérêt collectif. Donc, sont au même niveau des organisations publiques. Donc, ce n'est pas une concurrence qu'on doit gérer par entretenir des relations, des coopérations, mais c'est une co-construction. Et donc, on ouvre des tables de réunion, on peut proposer un document qui propose des idées et des propositions nécessaires pour ouvrir le débat. Et après, on va préciser quel sera le mécanisme de fonctionnement de qui il s'agit. On va faire quoi? Des services pour les personnes âgées, des services des territoires pour les personnes handicapées, des propositions pour les jeunes, pour des services pour soutenir l'accès au travail ou pour soutenir de la formation. Donc, ce sont des appels d'offres, mais va changer la façon où on va définir le rapport. C'est là ce qu'on a mis en place. Ce n'est pas du tout sûr, c'est là parce qu'on a encore des débats en Italie. L'année passée, on a eu une
débattent et aussi une sentence du Conseil d'État qui dit non, c'est pas possible parce que on a de l'argent public là-dedans, donc c'est pas possible de gérer avec des fonds de collaboration, mais il faut gérer avec des appels d'offres qui font la comparaison. Et après, jusque dans le mois de juillet, le dernier mois de juillet, la Cour constitutionnelle, c'est très important pour nous, a déclaré avec une autre sentence que non, lorsque les organisations du tiers secteur sont des organisations qui ont une fonction qui est publique, qui ont une fonction qui est pour l'intérêt général, ça permet d'utiliser ces formes de coopération et donc de définir ce nouveau système. Ce n'est pas tout à fait arrivé, c'est là, toujours on doit combattre avec la bureaucratie, avec les anciens régime, on peut dire, de l'administration publique qui voudrait rétablir un pouvoir plus fort de l'administration publique, mais en même temps, on a plusieurs expérimentations qu'on va faire et ça nous donne des espoirs d'améliorer encore dans les prochaines années l'activité de coopération entre la publique administration et le tiers secteur. Donc, c'est bien. Juste peut-être pour résumer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'importance de la notion de la poursuite des objectifs communs dans le secteur d'intérêt général, ça donne de l'ouverture pour pouvoir travailler dans une perspective de co-construction. La co-construction, si je comprends bien, c'est comme un appel, une invitation qui est envoyée aux différents acteurs qui sont dans ce domaine-là pour qu'eux autres identifient à la fois les besoins et les ressources. Puis ça permet de construire le projet comme tel pour dire comment est-ce qu'on voit ce projet-là. Puis ça donne de la souplesse éventuellement. Là, c'est en processus. Ce que je comprends, c'est qu'il y a différents processus qui s'opposent actuellement là-dedans, mais ça donne une espèce de souplesse à mieux revoir le processus d'appel d'offres. En gros, là, si je comprends bien, ça ressemble pas mal à ça. Et ça demande un changement de mentalité, de culture dans l'administration publique, mais aussi dans le tiers secteur, parce que ce n'est pas ma coopérative qui est la plus belle, la plus capable, qui va gagner un appel d'offres et donc va gérer un service. Non, je dois rester sur la table avec une autre coopérative, avec une association de bénévoles, avec une association de promotion sociale, et on va partager les activités. C'est là fait que moi, en tant que coopérative, je suis moins fort qu'arrière, mais je peux faire beaucoup plus de services pour les citoyens. Donc, la fonction que je vais faire, ce n'est pas seulement d'une entreprise qui va agrandir son régime d'affaires, non, son turnover, comme on dit en anglais, mais on va agrandir la capacité de répondre aux besoins des citoyens. C'est là, c'est le plus important. Et on peut démontrer que la solidarité et la capacité d'aider des personnes mutuelles devient une force entrepreneuriale organisée capable de réaliser des transformations sociales et économiques destinées à créer des produits, des biens partagés, qui est plus important que le facturat, que le bilan, de grandir l'organisation. Mais si je suis vraiment une coopérative sociale, qui je veux vraiment grandir la capacité de répondre aux besoins des citoyens, je dois penser que ce n'est pas moi qui je dois grandir, mais c'est la communauté tout entière qui doit grandir. Donc, complémentarité et innovation en même temps, parce que c'est très innovateur comme approche, là. C'est très intéressant. Je pense qu'on arrive au terme de cette partie-là. Je sais qu'il y a une période de questions qui est prévue. Je pense que c'est le moment où je passe le micro à quelqu'un d'autre, là. Je pense que c'est Luc qui… Merci, Michel. Merci, M. Guérini. C'est vraiment super intéressant. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Donc, juste avant de commencer la période de questions,
et de vous faire les remerciements à tous, cher public, qui avez patiemment écouté cette excellente conférence. Donc, je demandais maintenant à Mme Véronique Missou, directrice à la Banque nationale, de nous adresser quelques mots. La Banque nationale est un partenaire d'affaires du CEPSEM depuis sa fondation. C'est notre commanditaire exclusif. Alors, on aimerait lui laisser la parole. Madame Missou, s'il vous plaît, nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci pour la présentation. Donc, comme disait Luc, je suis directrice principale dans le groupe spécialisé santé et sciences de la vie de la Banque nationale. Et donc, on est fiers partenaires du CEPSEM. La Banque nationale a à cœur de supporter des organismes comme le vôtre. C'est important pour la Banque de faire partie, d'avoir un impact positif dans l'économie sociale aussi du Québec. Donc, c'est notre rôle. Et puis, merci. Merci à tous. Bien, merci, Véronique. Donc, je suis sûr que les gens sont impatients de poser des questions. Alors, M. Guérini s'est prêté généreusement à cette ouverture, dans le fond, de pouvoir vous permettre de poser des questions. Il y en a certainement de nombreuses. On a seulement une demi-heure pour animer le tout. Toute l'équipe de Pôle Santé HEC, animée par Ariane-Hélène Fortin, vont procéder à la période de questions. Donc, Ariane, je te laisse la parole. Oui, bonjour. On a une question de Jean-Claude Lorrain. En fait, juste avant de poser la question, je vais vous indiquer qu'il y a deux façons de poser des questions. Donc, d'abord, soit en levant virtuellement la main et ça se fait en affichant tout en bas, il y a une barre et il y a l'icône participant. Donc, en ouvrant la boîte des participants, vous allez voir les différentes options qui vous permettent de lever la main. Et à ce moment-là, je vous passerai la parole au moment venu. Vous pourrez allumer votre caméra, votre micro et poser la question directement au conférencier. Autrement, on peut passer par la boîte de clavardage. Donc, je débute avec une question de la boîte de clavardage. Donc, M. Jean-Claude Lorrain remercie le conférencier et il voudrait savoir jusqu'à quel point les projets que vous avez développés, comme les hôtels, les COVID-hôtels, par exemple, ont été exportés ou généralisés dans d'autres secteurs ou dans d'autres régions italiennes. Oui, pas du tout, parce que, oui, on a eu la formalisation parce que dans une loi qui a été prise du gouvernement national d'Italie, on a mis la possibilité d'organiser des COVID-hôtels. Donc, c'est prévu dans le système de réponse à la pandémie qui a mis en place l'Italie. Et aussi la région en Lombardie a proposé ça. Mais ce que je trouve que c'est très drôle, ils n'ont pas pris le modèle qu'on a utilisé à Markham, juste le nom et le cadre général, mais ils n'ont pas pris en charge le système qu'on a utilisé. C'est-à-dire, ils ont proposé de faire des hôtels juste pour la quarantaine. Donc, il n'y a pas de service sanitaire là-dedans. C'est un hôtel qui est simplement confié, consacré à accueillir des personnes qui doivent faire la quarantaine. Donc, je ne comprends pas parce que ils n'ont pas utilisé l'expertise qu'on a mise en place avec le système de services qu'on a utilisé. C'est encore une chose très intéressante qu'on a proposée quand on a fait le COVID-hôtel que je n'ai pas dit en avant. C'est-à-dire, nous n'avons pas dans les hôtels un service de direction sanitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a proposé à l'hôpital et ici au niveau territorial, c'est-à-dire chacune des personnes qui arrivent à l'hôtel doit maintenir le lien avec son médecin de base. Nous avons le médecin qui est dans la structure, mais il doit être comme si la personne c'est chez son maison avec le système de responsabilité sanitaire. Cela, c'est très délicat et je pense qu'au niveau de l'État et au niveau de la région, ils n'ont pas eu le courage de dire on va proposer un système qui
va faire quelque chose qu'on n'a pas fait en avant parce que nous n'avons pas un système, qu'on peut dire, une structure sanitaire. Donc, on a eu une autorisation à gérer les activités exceptionnelles parce qu'on n'a pas un système, par exemple, d'oxygène dans les chambres. On a dû porter l'oxygène avec comment ça s'appelle, les bombes, les petites utiles pour l'oxygène qui s'est géré. Bonbonne d'oxygène. Exactement, c'est là. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais je peux dire qu'on a ouvert, même en Espagne, des hôtels, mais ce n'est pas avec une présence aussi forte comme on a mis en place à Bergame de services sanitaires. Donc, c'est juste un hôtel et ils n'ont pas des infirmières, ils n'ont pas des assistants. C'est un hôtel où, par exemple, la règle a prévu que les personnes qui sont confinées ne peuvent pas sortir de la chambre et le service d'hôtellerie pour le petit déjeuner, pour le dîner, c'est servi par le personnel de l'hôtel, mais qui n'entre pas dans la chambre. Il va porter sur la porte, il ne peut pas ouvrir la porte. Donc, enfin, ce qu'on a vu, même aujourd'hui, qu'on a une reprise de la deuxième vague, c'est que ce sont des hôtels qui n'ont pas beaucoup de personnes. Parce qu'à ce niveau, les personnes préfèrent tourner à sa maison. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Italie, et à Bergame, en Lombardie, on a une situation qui est, oui, c'est grave, mais ce n'est pas aussi grave comme on a vécu dans le mois de mars, d'avril. Donc, on peut gérer encore beaucoup de personnes dans les hôpitaux et donc, ce n'est pas encore là. J'espère qu'il n'y a pas besoin de faire encore l'hôtel, parce que ça veut dire que la pandémie a gagné du terrain et ça, c'est terrible. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, on va laisser la parole à Michel Clerc. Oui, merci infiniment, M. Guérini, de votre générosité. En fait, j'ai deux questions. Un sujet que vous avez juste effleuré, abordé un peu, soit la coexistence dans le système hospitalier d'hôpitaux privés et d'hôpitaux publics. Ma question là-dessus porte sur l'égalité d'accès et les modes de financement. Est-ce que c'est un système à deux vitesses, à savoir les hôpitaux privés pour les gens plus aisés qui ont les moyens de payer, puis les hôpitaux publics pour les autres, ou si c'est également accessible? Ça, c'est ma première question. La deuxième, lors de la première vague, ici, une des difficultés majeures à laquelle les organisations de services à domicile non gouvernementales ont fait face, c'est la difficulté d'accès aux équipements de protection individuelle, à savoir que l'État a centralisé et monopolisé le contrôle total de l'approvisionnement en équipements de protection individuelle, de sorte que les organisations communautaires privés ou à but non lucratif avaient beaucoup de difficultés à pouvoir disposer d'équipements de protection individuelle. Est-ce que ça a été un enjeu chez vous ou pas? Voilà pour mes deux questions et merci encore de votre générosité. Oh, ouais, merci à vous pour les questions et merci pour votre mot très gentil. Et je m'excuse pour mon nouveau français. Tout à fait, je suis heureux que vous considérez généreux, même si je ne parle pas très bien français. Donc, pour la première question, oui, ce n'est pas la même chose en toute Italie. Comme j'ai dit, on a 20 régions et 20 systèmes de sanitaires différents. La Lombardie, c'est la région où le niveau des équiparations des hôpitaux publics et privés, c'est le plus haut. Donc,
c'est tout à fait la même chose. Donc, la région va à faire le financement des hôpitaux, soit publics, soit privés, sur les activités qu'ils ont fait. Donc, si je vais à l'hôpital, je peux choisir, en tant que citoyen de la Lombardie, si je veux aller à l'hôpital privé ou à l'hôpital public. Et la région va payer selon ce que l'hôpital va faire. Et je vais faire une intervention de chirurgie générale parce que je dois enlever c'est peut-être, je dois faire une opération pour une maladie, mais c'est totalement équiparé. Ce n'est pas une question d'argent. Je peux aller à l'hôpital public ou privé. Si, parce que, comme vous savez, en Italie, on a un système sanitaire universel qui, sur les prestations essentielles, sont garanties à toutes les personnes. Il n'y a pas de fonds mutuels ou d'assuration ou privés. Il y a tout à fait des personnes très, très riches qui choisissent d'aller tout en partie privée parce qu'il n'est pas juste que l'hôpital privé qui veut avoir dans l'hôpital privé une suite, par exemple, et donc c'est tout à fait privé. Mais aujourd'hui, en Lombardie, c'est tout à fait équiparé. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est même pour ça que la Lombardie a dû faiblir le niveau des services de base parce que les hôpitaux demandent beaucoup d'argent. Donc, avec une totale équiparation entre les privés et les publics. Ce n'est pas la même chose dans des autres régions d'Italie où pour aller dans l'hôpital privé, il faut faire une convention, donc il faut avoir une autorisation. Si dans la région, je peux dire, à Rome, c'est très, très présent les hôpitaux privés, mais je dois demander à l'agent de santé territorial régional l'autorisation d'aller à l'hôpital privé parce qu'il n'y a pas le même niveau dans un autre hôpital. Et en Lombardie, c'est tout à fait la même chose. Et ça, c'est très intéressant par une partie. Par une autre partie, ça, si ce n'est pas très bien géré, l'hôpital va être une trou noir parce que chaque personne veut avoir les soins de santé les plus haut niveau. Et donc, il y a même un système qui va pousser les hôpitaux à faire les services, celui qui sont mieux rémunérés par la classification qui est faite dans la région. Donc, tous les hôpitaux, c'est la même chose dans le privé et le public, parce que même l'hôpital public, s'il veut gagner l'argent pour avoir son bilan en équilibre, doit faire des services qui ont une rémunération plus haute. Et là où les services de prévention, les services de réhabilitation, les services pour les chroniques sont moins payés par le service, ça va sans dire que l'hôpital, soit public, soit privé, va choisir les prestations, les services les plus payés. Pour la deuxième question, oui, on a eu le même problème dans le mois de mars. Quand c'est parti l'explosion de la pandémie, ça a été le panique le plus total. Et donc, c'est très difficile pour tout le monde de trouver les dispositifs de protection individuelle. Donc, c'était une bataille. Je dois dire qu'en tant que système coopératif, en Italie, on a mis en place, on est allé à faire
des achats collectifs, on a ouvert des canaux directs avec la Chine pour faire des importations. On a eu beaucoup de problèmes dans le mois de mars et d'avril, terribles, et on a dû faire même de la fabrication artisanale des masques. On a mis, par exemple, on a eu une coopérative ici à Bergame qui travaille dans la prison, qu'on a mis les femmes de la prison à fabriquer des masques. Donc, et après, heureusement, on a réussi à établir un niveau de livraison que je peux dire aujourd'hui, c'est très bien géré. Donc, c'est très coûteux parce on a dû investir beaucoup d'argent. Et ça, on aura les résultats dans les bilans de l'an 2020 qui va être très lourd sur les bilans des coopératives. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a mis en place un système pour la livraison et pour l'achat collectif des systèmes. Je peux dire que même ici, c'est un fonds qui m'a poussé, il nous a poussé à faire des services nouveaux. On a une petite coopérative à Bergame qui fait des achats collectifs pour la téléphonie, pour des services ici, qui a transformé son activité. Aujourd'hui, la plupart de l'activité de cette petite coopérative, c'est faire l'achat collectif des dispositifs de protection individuelle pour les coopératives, mais aussi pour des autres organisations. Aussi, on a une autre petite coopérative qui a commencé à faire la fabrication des masques et aujourd'hui a ouvert une ligne pour acheter, pour l'achat et la livraison de ça. Donc, mais dans le début de la phase la plus terrible de la pandémie, c'est une bataille. Et aussi, on a eu les services publics qui ont fait même dans les douanes, on a eu un cas où on a réussi à acheter une cargo des masques et des suites pour des infirmières qui étaient confisquées à la douane de l'aéroport, c'était confisqué et porté dans l'administration publique. Mais aujourd'hui, ça marche mieux. Merci beaucoup. On va aller du côté du clavardage, puis ensuite on ira voir la main levée. Donc, on a une question de Zoé Vernam qui dit d'abord, merci beaucoup pour le temps consacré et qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour bien communiquer sur la nécessité d'assurer la sécurité de nos aînés fragiles à la maison et pour s'assurer que nos collègues du secteur public comprennent l'importance du partenariat avec les organismes communautaires de soins à domicile. Ah oui, c'est celui de la bonne communication, c'est un thème très, très important parce que je pense que surtout nous, du système des coopératives sociales, mais aussi celui du bénévolat, sont plus capables de faire quelque chose de concret qui de le représenter, de le raconter. Mais il faut qu'on fasse des investissements sur cela. Je peux dire ça, c'est mon expérience directe au niveau européen. Pour réussir à faire reconnaître le rôle, l'importance des coopératives sociales, par exemple, sur l'insertion au travail des personnes défavorisées, on a porté beaucoup de données. Il faut porter des données raconter des histoires, des bonnes pratiques et les porter au niveau public pour démontrer qu'on a réussi à réaliser des bons services avec les coopératives. Et ce qui est important, c'est de faire de la bonne communication, même sur le maintien des personnes à leur maison. Parce que l'épidémie et la pandémie nous a démontré ça.
on est arrivé à un certain point à Bergame, quand on était dans le période le plus terrible, que les personnes ne veulent plus aller à l'hôpital. On a beaucoup de personnes qui sont malades, c'est à la maison, a combattu, mais a dit non, je ne veux plus aller à l'hôpital parce que j'ai compris qu'à l'hôpital, je vais à l'hôpital, je ne retourne plus à ma maison. On doit convertir cela pour démontrer que, surtout sur les personnes les plus âgées, sur les pathologies chroniques, ce n'est pas l'hôpital le lieu où on peut faire de la bonne santé. Et il faut déconstruire une mythologie que l'hôpital, c'est le lieu où on va faire tous les services de santé. Cela, c'est très difficile à convertir parce que ce qui s'est passé à Bergame et qui a fait exploser la pandémie, c'est que à partir du vendredi soir au lundi matin, on n'a plus de service de médecine de territoire. Donc, pour quel que soit une petite malade, une personne âgée, moi, je pense à mon père quand il était malade, qui a très des difficultés pour respirer. Je veux aller à l'hôpital, je veux aller à l'hôpital parce que je souffle. Mais à l'hôpital, ce n'est pas le lieu où on peut gérer bien cette situation-là. Ils sont arrivés, beaucoup de personnes qui ont eu le COVID, mais ce n'est pas encore clair qu'il s'agit du COVID, sont allés tous à la salle d'urgence de l'hôpital. Et c'est ça qui a fait exploser. Si on va à regarder les données, sont les périodes qui vont de samedi et la dimanche qui ont fait une foule d'HS à la salle d'urgence de l'hôpital parce que les personnes n'ont rien au niveau territorial. Donc, il faut changer notre histoire et dire, raconter, présenter à l'opinion publique qui, avec un bon service à domicile, on peut garder mieux la santé des personnes âgées. Mais il faut bien raconter, il faut établir même une alliance avec les médias, parce que beaucoup de médias, quand on fait des interventions dans l'hôpital, on a fait une explantation d'organes, on va mettre un cœur nouveau à personne, on va tous les premières pages du journal, on dit waouh, c'est super, on a changé le poumon, le cœur, tout à fait dans la même opération. Oui, c'est très important. Mais on doit que certaines fois, que sur la première page des journaux, des médias, on raconte des histoires de personnes qui sont très bien soignées chez la maison parce qu'on a des infirmiers qui vont chez eux, qui vont même quand on a des personnes qui sont dans des places très, très déplacées, des petits pays de montagne. Donc, il faut faire du storytelling sur cela pour changer même la vision de politique. Merci beaucoup. Il nous reste à peine quelques minutes et une grande question de fond qui s'en vient. Alors, ce sera un défi de faire entrer ça dans le temps. Je laisse M. Pierre Bélanger s'exprimer. Bonjour, M. Guérini. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre temps ce matin. C'est très apprécié. Vous parlez du secteur hospitalier, mais dans le secteur de l'hébergement, des soins de longue durée, en Italie, comment est la participation entre le secteur public, le secteur privé, le secteur coopératif? Et également, comment se passe le financement entre le secteur privé et le secteur public pour cet hébergement? Merci. Oui, merci. Je peux dire que la quasi-totalité, la plupart des hébergements pour les soins de longue durée ou pour l'accueil des personnes âgées, aussi des personnes handicapées, sont gérés par le tiers secteur.
coopératives, les coopératives surtout sur le niveau psychiatrique, sur les personnes handicapées, ou les fonds d'action, qui sont encore des organisations du tiers secteur pour les personnes âgées. La grande partie, c'est dans ce secteur-là. Le financement, ça arrive, je peux dire, pour la demi-part par le service sanitaire, et c'est la région qui paie les services d'accueil pour la demi-part. L'autre demi-part doit être payée ou par le citoyen ou par si le citoyen c'est pauvre, il n'a pas l'argent, c'est le niveau public territorial, donc la municipalité qui va intervenir ça. Je peux dire ici qu'on a une grande partie des places ici en Lombardie, c'est la région de l'Italie qui a le plus haut niveau de lits dans les services d'hébergement de longue durée. Même ici, je peux dire que la Lombardie a fait une grande erreur qui c'est de transformer cette structure en service à haut niveau sanitaire. Ce sont une sorte d'hôpital pour une longue service de soins. Et ça fait qu'ils sont très, très chers. Et nous avons besoin aussi, et on a commencé à faire des expérimentations en tant que coopérative surtout. On a géré des maisons de retraite où on garde un niveau d'autonomie pour les personnes âgées qui n'est pas une hospitalisation. Et donc, ça coûte moins, marche aussi mieux pour le bien-être des personnes. On a même une expérimentation très intéressante dans un petit pays qui est très proche de Milan, qu'on a appelé le village retrouvé. C'est un petit village où on a des petites maisons où des personnes âgées sont à vivre et on a des services de santé qui sont partagés et unitaires. C'est une expérimentation très intéressante, surtout parce que cela aide les personnes qui, par exemple, ont des formes d'Alzheimer, c'est la plus grave, la plus difficile à traiter, mais on a des bons résultats, plus quand on met ces personnes dans une structure traditionnelle. Donc, on est en train de faire des expérimentations avec cette forme de résidents légers, comme on les appelle ici, c'est-à-dire légers parce qu'on a moins des services de santé, on a moins des infirmières et plus d'assistance, on a moins de médecins et plus de services d'animation, éducateurs. C'est une figure qu'on appelle animateur en Italie, c'est-à-dire celui qui va proposer des activités de loisirs, qui maintient l'activité célébrée, qui propose des activités pour la socialisation. Et ça, je pense que peut être une expérience très intéressante. Et j'espère qu'on va changer un peu le système parce que même les grandes structures d'accueil, les résidents sanitaires assistés, comme on les appelle ici, ont été frappés très fort pour le Covid et sont beaucoup de personnes âgées qui sont là-dedans, qui sont mortes. Et donc, on doit faire une pensée, une innovation dans le service des soins de long terme. Merci beaucoup. On se laisse sur d'intéressantes réflexions. Et je voudrais remercier chaleureusement M. Giuseppe Guerini et M. Michel Saint-Cyr. Et je vous invite à suivre les sites Internet du SEPSEM et du Pôle Santé, les infolettes, pour rester au courant des prochains événements. Merci énormément. Merci à vous. Désolé pour mon français, mais j'espère que vous avez
mieux comprendre. Merci beaucoup. C'est bien meilleur que notre italien, M. Guérini. Merci beaucoup. Merci, M. Guérini. Merci, de merci. votre générosité. Merci, Luc. Merci, Denis. Grand plaisir. Merci tout le monde. Au plaisir de vous voir. Merci. Au revoir.